Bonjour, vous écoutez ce podcast proposé par Prospective Industrie. La dynamique Prospective Industrie est née de l'idée qu'une entreprise seule ne peut pas analyser tous les signaux faibles de son environnement. Collectés, analysés et synthétisés, ces signaux sont proposés aux industriels qui participent aux rencontres Prospective Industrie. Retrouvez, au travers de cette série de podcasts, les signaux partagés et discutés lors de ces dernières rencontres. Bonne écoute! Nous allons d'abord aborder l'environnement macroéconomique et plus particulièrement les nouvelles alliances géopolitiques. Alors que les médias actuellement zooment particulièrement sur les tensions de la zone Indo-Pacifique, il nous a semblé intéressant de regarder ce qui va se passer au Moyen-Orient avec le retrait des troupes américaines. Bernard Badi, spécialiste des relations internationales, nous dit que nous ne sommes plus dans un monde frontal, mais plutôt dans un monde post-alliance. La posture ami-ennemi laisse place aujourd'hui au partenariat et à une diplomatie plus pragmatique face à la fragmentation du monde. Ce que des pays comme la Chine, la Russie et la Turquie ont bien compris. On va regarder comment ces pays opèrent. Tout d'abord du côté des pays du Golfe, où en raison du désengagement des États-Unis, ces pays aujourd'hui sont incités à diversifier leurs alliances et à approfondir leurs relations avec la Chine, notamment sur le pétrole. Et si on regarde aussi du côté du Moyen-Orient et en Inde, là aussi, suite au retrait américain d'Afghanistan, la Chine et la Russie cherchent aujourd'hui à s'imposer comme des acteurs clés de la zone Iran-Pakistan-Inde. La Chine gagne en influence sur cette zone et l'adhésion de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, a été validée. Ce qui montre bien là aussi l'importance de la Chine sur cette zone qui par ailleurs va financer une base pour la police du Tadjikistan afin de contribuer à assurer la sécurité du pays après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. Si on regarde du côté de la Turquie, on voit qu'aujourd'hui ce pays fonctionne un petit peu comme une plaque tournante. Tout d'abord parce qu'elle cherche à déployer et à développer des partenariats militaires et commerciaux avec la Russie. Elle a en effet annoncé vouloir commander un deuxième lot du système de défense anti-aérien russe S-400 et par ailleurs a aussi la volonté de s'imposer en Afrique comme une force stabilisatrice avec le déploiement d'infrastructures. Elle est particulièrement experte dans le domaine des eaux et des déchets. Et la Turquie qui a aussi l'ambition de multiplier par 3 les échanges commerciaux avec l'Afrique. Si on regarde aussi du côté des alliances régionales au Moyen-Orient, on voit que l'Égypte aujourd'hui est favorable à la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Et par ailleurs, Égypte, Jordanie, Syrie et Liban aujourd'hui cherchent à avoir un accord pour acheminer du gaz égyptien vers Beyrouth via Damas. Par ailleurs, outre les tensions en zone Indo-Pacifique, très médiatisées comme nous le disions, on observe aujourd'hui de nouvelles zones de tension qui deviennent croissantes dans d'autres espaces maritimes, tels que la Méditerranée orientale d'une part, où on observe de fortes tensions géopolitiques autour de gigantesques réserves de gaz naturel qui attirent des pays comme Chypre, la Turquie, la Syrie, le Liban, Israël, l'Égypte et la Libye. Par ailleurs, en mer Noire aussi, un point de tension entre la Russie et les États-Unis qui s'inquiètent réciproquement des exercices militaires réalisés par les deux pays. Alors on est en train de parler de tensions, d'inquiétudes, de conflits en mer Noire ou en zone Indo-Pacifique. En matière d'armement et de technologie, on a passé un nouveau cap avec les missiles hypersoniques, avec la Chine qui a lancé un missile orbital et la Russie qui vient de faire la même chose. On s'est interrogé dans le cadre de cette action Prospective Industrie sur les formes que pourraient prendre les guerres du futur. Alors on a des sujets sur les soldats biologiquement modifiés, puisque par exemple l'armée américaine aujourd'hui s'inquiète sur le fait que la Chine pratiquerait des expérimentations sur le génome humain dans certains hôpitaux chinois en lien direct avec l'armée chinoise. Christophe Noël, un chercheur associé à l'IFRI, nous dit que pour la Chine, la biologie peut constituer un des champs de bataille du futur. Par ailleurs, la France, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans ? Eh bien, la France, elle, mise sur l'équipement externe avec le soldat connecté et a comme objectif de développer d'ici à 2030 les équipements connectés des soldats. Et ce qui lui reste à faire, eh bien, c'est comment gérer la charge mentale de ces soldats qui vont recevoir une grande quantité d'informations. Par exemple, le pilote d'avion qui
avec l'ensemble des données qu'il peut capter tout en augmentant sa qualité de perception, comment est-ce qu'il va pouvoir gérer un petit peu toutes ces informations. Alors on a quelques exemples, connecter le soldat avec les autres, par exemple pour mieux gérer la communication sur le champ de bataille. On a aussi l'exemple du soldat téléguidé avec l'entreprise française Cellar qui a mis au point une ceinture qui permet de communiquer des ordres aux soldats à distance et sans bruit via des vibrations, de l'arrière vers l'avant par exemple, pour avancer droit devant. Par ailleurs, nous avons aussi l'émergence de la guerre par intelligence artificielle. Nous avons aujourd'hui les forces de défense israéliennes qui affirment avoir utilisé en mars dernier, lors d'un épisode de tension avec la Palestine, une intelligence artificielle et des supercalculateurs pour identifier les cibles des frappes. L'IA a aggloméré une grande quantité d'informations pour apporter des recommandations aux soldats. Et par ailleurs, la nouvelle génération de drones russes, comme les Zoctonic et Altus, pourrait être équipée d'une intelligence artificielle embarquée pour la sélection, l'identification et la destruction de cibles. Alors bien sûr, tout ça pose des questions éthiques, voire même bioéthiques. La France a créé fin 2019 le Comité d'éthique de la défense, chargé d'apporter des éclairages sur les questions soulevées par les innovations scientifiques, techniques et leurs éventuelles applications militaires. Et par ailleurs, face à la Russie qui a annoncé la création d'une unité de combat robotique, les États-Unis ont mis en avant l'importance de la retenue éthique dans l'automatisation du champ de bataille. Nous allons désormais vous présenter des signaux autour de l'énergie, mais au niveau de la prospective, on s'est interrogé sur la façon de traiter ce sujet et nous avons décidé de projeter le thème de l'énergie sous l'angle des transitions énergétiques qui sont en train d'arriver. Pour aborder ce sujet, nous avons notamment échangé avec Pierre Laboué, qui est chercheur à l'IRIS au sein du programme Climat, Énergie et Sécurité, et également Patrick Geoffron, qui est directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières, et nous ont justement donné leur point de vue sur les transitions énergétiques à venir et à avoir en tête. Du côté des transitions énergétiques, on voit bien que le gaz est au centre de nouvelles alliances commerciales et géopolitiques. Pourquoi vous parlez du gaz ? Parce qu'il est perçu comme un pont énergétique pour passer du carboné au décarboné. En effet, le gaz est moins émetteur de gaz à émission de serre que d'autres sources carbonées. Et donc c'est pour ça qu'il sert de pont énergétique pour les années à venir, le temps de passer au décarboné. En Europe, on voit bien qu'il y a des stratégies énergétiques qui ne sont pas coordonnées, notamment entre la France et l'Allemagne dans les années à venir. Si on regarde au niveau de l'Allemagne, on voit que le pays souhaite sortir du nucléaire en 2022 et du charbon en 2030, ce qui représente à peu près 35% de la capacité de production électrique allemande. Au niveau de la France, c'est une stratégie qui est complètement différente. D'une part parce que son mix énergétique actuel, le gaz et le charbon, ne représentent que 5%, donc du mix énergétique. La France également a plutôt une tendance à souhaiter revaloriser son nucléaire. Et puis également, on sait que ce nucléaire, il joue déjà et jouera peut-être encore plus demain un rôle stabilisateur dans la distribution énergétique, notamment par rapport aux énergies renouvelables qui sont intermittentes, et puis également pour faire face à la transition d'énergie décarbonée qui ne se fera pas d'un seul coup. Toujours sur le gaz dans cette transition énergétique, où on voit le gaz est un pont entre le carboné et le décarboné, qu'est-ce qui va se passer ? Il est intéressant de regarder les relations commerciales avec le plus gros fournisseur de gaz en Europe, qui est la Russie. D'une part, on voit qu'il y a la mise en œuvre du gazoduc Nord Stream 2. Donc avec cette mise en œuvre de Nord Stream 2, les liens avec l'Europe et en particulier avec l'Allemagne se renforcent très fortement, car le tracé aboutit notamment avec le nord de l'Allemagne. Or, comme je vous l'ai dit précédemment, l'Allemagne va avoir beaucoup recours au gaz puisqu'elle doit assurer sa transition énergétique à très court terme. A l'inverse, la France, elle, cherche plutôt à réduire sa dépendance aux importations de gaz russe. Et puis si on regarde du côté des pays d'Europe de l'Est, on voit qu'effectivement ce sont des pays historiquement liés au gaz russe, notamment pour des questions d'infrastructure, mais on note que certains pays sont à la recherche à l'heure actuelle d'une plus grande autonomie par rapport à la Russie. Donc le constat que l'on fait là, c'est qu'on est vraiment sur un jeu de dépendance-indépendance des pays européens vis-à-vis de la Russie. Et puis s'il n'y avait que ces éléments-là, ce serait trop simple si en complément il n'y avait pas d'autres enjeux géopolitiques. Donc juste pour rappel, il y a quelques années, l'Europe a ouvert à la concurrence les marchés gaziers. Donc ils ont souhaité remplacer les contrats long terme qui la liaient à la Russie et qui stabilisaient les prix par des prix du gaz beaucoup plus volatiles. Du côté de la Russie, justement, cela a un double impact, une logique à la fois économique mais également géopolitique.
Du côté économique, la Russie va chercher à diversifier ses débouchés en Asie, en particulier avec Power of Siberia, un gazoduc en lien donc entre les pays asiatiques et la Russie. Ce qui crée donc une nouvelle réalité économique, car elle met en concurrence l'Asie et l'Europe. Et du coup, l'Europe s'inquiète à ce que la Russie exerce une forte pression géopolitique vis-à-vis du gaz. De leur côté, les États-Unis sont aussi concernés par ce jeu géopolitique du gaz avec une logique économique, puisqu'ils cherchent à découpler l'Europe du gaz russe pour vendre aux Européens leur production de gaz naturel liquéfié. Et puis, du point de vue géopolitique, de faire du gaz une arme stratégique dans l'opposition États-Unis-Chine et faire des Européens des alliés. Donc on le voit déjà en termes de consommation, la problématique du gaz est complexe. Mais demain, la question que l'on peut se poser avec la transition énergétique, est-ce que ça ne va pas justement renforcer ce jeu de dépendance-indépendance ? Comme c'est un système en chaîne, ces enjeux du gaz pourraient avoir des répercussions sur la sécurité alimentaire à moyen terme. On l'a vu en 2021, les producteurs d'engrais ont mis certains de leurs sites à l'arrêt en Europe, liés à un manque de rentabilité des engrais azotés pour produire de l'ammoniac, sachant que ces engrais sont fabriqués à partir de gaz fossile. Il y a 2 enjeux par rapport à ça, donc un risque de pénurie d'engrais et puis aussi des craintes liées à une inflation des denrées alimentaires de base et des conséquences sociales, notamment dans les pays en développement. Alors va-t-on, comme nous le disait Patrick Geoffron, vers 1 ou 2 décennies de tous les dangers pour l'Europe dans cette transition énergétique, notamment concernant le prix de l'énergie ? On l'a vu, l'Allemagne va sortir du charbon et du nucléaire, donc cette question de décennie de tous les dangers peut être réelle. Elle n'est pas la seule en Europe, puisque c'est également le cas de la Hongrie qui vient de renégocier un contrat de 10 ans avec la Russie pour stabiliser les prix. Ce recours au gaz va potentiellement créer plus de dépendance avec la Russie, mais peut-être aussi avec la France, car l'Allemagne envisage la fermeture de 17 centrales nucléaires d'ici à la fin de l'année 2022. Il va donc bien falloir recourir à l'électricité, notamment celle produite par le parc nucléaire français. C'est un enjeu important à surveiller dans les mois à venir. On le voit, les choix de transition énergétique des pays ont une influence sur la dépendance européenne, sachant que la stratégie énergétique n'est pas coordonnée au niveau européen. Alors comment sortir de cette dépendance ? Patrick Geoffron nous a exposé plusieurs hypothèses pour les années à venir. D'une part, organiser des réserves de gaz en Europe, en particulier créer un nombre élevé de micro-réserves, importer du gaz par bateau pour couvrir une partie des besoins, garder en réserve des centrales à charbon en Allemagne. On verra si c'est le pari fait par l'Allemagne ou en tout cas s'ils veulent miser sur quelques réserves de centrales à charbon dans les prochaines années. Et puis à plus long terme, remplacer le gaz par de l'hydrogène vert. Alors face à tout cela, quels sont les risques liés à un mouvement de décarbonation sans vision stratégique ? Car le problème, on voit bien, est à la fois économique et géopolitique. Effectivement, si on bascule trop dans la décarbonation, est-ce que l'on ne va pas créer de nouvelles dépendances ? On le voit par exemple pour les batteries, les matériaux pour les infrastructures renouvelables telles que les éoliennes notamment. On est dépendant de l'Amérique latine pour le lithium et du Congo pour le cobalt. Et puis également sur ces zones-là, on peut faire face à de nouveaux concurrents qui ont sécurisé leurs approvisionnements avant nous, tels que la Chine. La décarbonation implique donc des enjeux stratégiques d'indépendance, de maîtrise des approvisionnements et des prix. Et puis en parallèle, il faut l'avoir en tête, on fait le constat déjà à l'heure actuelle, mais les difficultés d'approvisionnement provoqueraient des risques pour les chaînes de valeur industrielles, l'explosion ponctuelle des prix mettant à mal les modèles économiques des industriels. Alors dans cette transition énergétique, on a vu le gaz comme pont thermique, on a également évoqué la sécurité énergétique avec les risques de décarbonation sans vision stratégique. Maintenant, il y a une autre énergie, bien sûr, qui est pensée pour la transition énergétique en France, c'est le nucléaire. Mais le nucléaire, on va le regarder, on va l'aborder ensemble sous l'angle de son exportation, c'est-à-dire de ses enjeux géopolitiques. L'exportation des petits réacteurs modulaires nucléaires et des centrales nucléaires relève d'enjeux géopolitiques, donc qui entraînent des enjeux de sûreté nationale, de rapport de force entre pays. La stratégie de la Chine, à l'heure actuelle, c'est d'avoir annoncé vouloir bâtir sur son territoire 150 nouveaux réacteurs nucléaires d'ici à 2035. Le pays souhaite également exporter sa technologie nucléaire via ses routes de la soie et également construire 30 réacteurs nucléaires dans des pays alliés, dont le Pakistan. La Russie, elle n'est pas en reste, puisqu'elle construit une centrale en Biélorussie qui alimentera les pays baltes en énergie moins chère, et puis également elle bâtit des centrales en Turquie, en Égypte, afin d'aider ces pays à relever leurs enjeux de décarbonation.
Donc on le voit, la France va devoir elle aussi intégrer dans sa propre stratégie d'exportation nucléaire des enjeux politiques. Pierre Laboué, chercheur à l'IRIST, nous indiquait « La question à se poser aujourd'hui derrière la relance du nucléaire en France est dans quelle mesure la France souhaite-t-elle exporter le nucléaire pour devenir réellement compétitive à l'international et ne pas laisser certains pays nouer des relations de très long terme, c'est ce qu'implique le nucléaire, avec des pays qui ne sont pas nos alliés ». Alors toujours sur cette thématique énergétique, on va regarder en particulier l'industrie et comment, par la réindustrialisation, il est annoncé que les besoins énergétiques seront croissants. Nous avons étudié un rapport diffusé et réalisé par l'UNIDEN, qui est l'Union des industries utilisatrices d'énergie, qui s'est penché sur une étude prospective à l'horizon 2050 sur les besoins en électricité de l'industrie manufacturière française. Quels sont les principaux constats ? Le premier, c'est qu'il faut s'attendre à une croissance des besoins énergétiques industriels, et notamment dans le cadre d'une réindustrialisation, avec l'hypothèse qu'il y ait une réelle réindustrialisation en France d'ici 2050. Cela entraînerait une multiplication de la consommation électrique de l'industrie par 3,2. Il y a également des groupes de travail qui sont créés, notamment un groupe de travail créé avec les principaux fournisseurs tels qu'EDF, Engie, pour mettre en place de nouveaux contrats long terme afin d'établir des conditions prévisibles et compétitives pour les approvisionnements en gaz et en électricité décarbonée des industriels. Donc il y a une réflexion à l'heure actuelle autour de contrats long terme pour les industriels. C'est un sujet qui est à suivre. Et puis un point clé, est-ce que demain on ne sera pas amené à avoir davantage de rationnement en énergie si le prix et la fiscalité de l'énergie augmentent ? Myriel Bruyère, maîtresse de conférences en sciences économiques à l'Université de Toulouse, nous cite « Bien sûr, on peut jouer sur les prix de l'énergie via la dette ou les mesures tampons en essayant de freiner l'impact pour les consommateurs, mais quand on a des ruptures d'approvisionnement de matières premières, de biens ou de services, ce levier n'est même plus efficace. La seule chose pour sortir de cette logique, c'est de penser à plus long terme, non pas comment ne pas faire payer aux ménages la facture, mais bien comment faire baisser la consommation d'énergie au niveau de l'industrie et de l'agriculture. » Alors de nombreuses entreprises se penchent sur ces questions d'innovation énergétique pour justement explorer des voies nouvelles. Vous en avez peut-être sûrement en tête, mais nous avons choisi de vous en citer 3. Une entreprise, la société BEFC, qui développe un système de piles à combustible bioenzymatique miniature, flexible, ultra mince et à base de papier, qui est présenté comme une solution durable et écologique. Il s'agit pour la société en fait de remplacer les batteries par des applications existantes et de créer de nouvelles opportunités pour la surveillance médicale notamment à faible puissance, également la surveillance de la logistique du transport et puis également les applications de l'Internet des objets. En parallèle, il y a de nombreuses techniques de recyclage moins gourmandes en énergie qui font leur apparition. C'est le cas du fil à couper le silicium qui est développé par des industriels en partenariat avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et ce fil à couper le silicium a pour objectif de séparer plus facilement les strates du module photovoltaïque avec un fil diamanté adapté. Enfin, dernier exemple que nous souhaitions vous citer, un voilier-usine autonome pour produire de l'hydrogène au large. Donc la société Farwind Energy, qui est issue de Centrale Nantes, développe un prototype de navire-usine autonome sans équipage qui embarquerait des batteries de stockage ou des électrolyseurs. Son objectif ? Concevoir d'ici à 2024 un navire long de 80 mètres qui pourra produire de l'électricité, de l'hydrogène ou des électrofuels, dont du méthanol. Nous allons désormais aborder le sujet des nouvelles législations, avec plus spécifiquement certaines qui nous ont particulièrement interpellés sur les répercussions qu'elles pourraient avoir à moyen terme. Effectivement, le monde bouge tellement que l'on a vraiment besoin d'avoir d'autres cadres juridiques, et on le constate. On voit notamment de nouveaux droits émerger qui sont donnés à la technologie et à la nature. L'objet devient sujet de droit, puisque de plus en plus est élargie la notion de vivant et de personne. Concernant le fait de donner des personnalités juridiques à la nature, on observe plusieurs choses. Il y a de nombreux mouvements en Europe pour protéger la nature et lui donner une protection physique sur le plan juridique. C'est le cas des droits de la mer des Wadden aux Pays-Bas, de la Mare Menor en Espagne. En France notamment, la ville de Paris demande une étude pour reconnaître la personnalité juridique de la Seine. Ce sont des démarches qui sont en cours dans d'autres villes également.
Et puis, il y a également la création d'un Parlement de la Loire, avec des auditions qui ont fait dialoguer archéologues, sociologues, anthropologues, pour réfléchir aux moyens de défense du fleuve en justice contre les usages humains qui ne respectent pas son intégrité et sa santé. Et puis du côté des droits liés à la technologie, on voit apparaître une intelligence artificielle détentrice d'un brevet en son nom. L'Afrique du Sud a reconnu en 2021 que l'intelligence artificielle d'Abus est l'inventeur d'un récipient alimentaire conservant mieux la chaleur. Donc son innovation a pu être brevetée en son nom, alors que de nombreux autres pays, comme les États-Unis, les pays européens, avaient refusé ce principe. Du côté des neurotechnologies, on voit apparaître une loi, notamment au Chili, pour préserver les droits du cerveau. Donc, selon Raphaël Just, les neurotechnologies, elles ne seraient plus qu'à 1 ou 2 années de décoder nos pensées et probablement 5 ou 10 ans de pouvoir modifier nos pensées et notre comportement. Et par rapport à ça, il y a une première mondiale, la Chambre des députés du Chili a approuvé une loi sur les neurodroits. Pour vous donner un exemple concret, que le contrôle des émotions ne relève plus de la science-fiction, la start-up Open Mind aide les personnes à contrôler leurs émotions et leurs tests. Les clients sont en fait plongés dans des serious games en réalité virtuelle pour mesurer leurs réactions d'adaptation et les aider à les réguler profondément. Depuis 2018, ils collectent des données, ce qui leur permet dès lors et dès à présent de prédire maintenant les conséquences multiniveaux du stress chronique, notamment augmenté depuis la crise. Sur le thème de la finance, on voit apparaître aujourd'hui de nouveaux leviers financiers pour accélérer la transition énergétique. Ira-t-on demain vers une tarification redistributive de carbone entre pays riches et pays pauvres ? C'est l'idée par exemple de l'économiste Christian de Pertuis qui propose de mettre en place une tarification carbone redistributive qui rationnerait la consommation d'énergie des pays les plus riches en redistribuant les ressources collectées vers les pays les moins avancés. Par ailleurs, on voit aussi apparaître de nouveaux outils qui permettent aux consommateurs d'estimer l'empreinte environnementale de leurs achats. C'est le cas par exemple de l'application Dunia qui utilise l'open banking, c'est-à-dire vos données bancaires qui seront partagées à des tiers pour permettre de catégoriser les achats des consommateurs. On passe tout ça dans une moulinette d'un référentiel basé par des données open source fournies par les institutions comme l'ADEME, ce qui donne aux consommateurs le bilan carbone de ces achats. On voit également apparaître aujourd'hui des fonds à mission qui vont soutenir les dynamiques de transformation des entreprises. En cela, ils se démarquent des fonds à impact plus connus qui investissent uniquement dans les entreprises les mieux notées dans le domaine de la RSE. Les fonds à mission, eux, soutiennent tout profil d'entreprise tant que la dynamique de changement est réelle et que l'entreprise souhaite disrupter son fonctionnement pour tendre vers une meilleure prise en compte environnementale. Par exemple, un directeur de fonds à mission nous dit qu'il cherche à soutenir des entreprises traditionnelles, bien positionnées sur leur marché, et qui prennent conscience qu'il faut qu'elles se réinventent pour devenir celles qui disrupteront le marché dans un esprit start-up, c'est-à-dire qui cherchent à se disrupter, à faire évoluer leur mode de fonctionnement. Et puis enfin, est-ce que demain, dans les entreprises, le directeur financier ne deviendra-t-il pas directeur de la performance ? On voit qu'il y a des réflexions actuellement qui sont en cours concernant l'évolution du rôle du directeur financier. On voit que la fonction se digitalise et tend vers davantage de finances prédictives. En conséquence, le poste pourrait évoluer vers un profil de directeur de la performance chargé de capter et analyser la création de valeur, qu'elle soit financière ou extra-financière, matérielle ou immatérielle. Le directeur de la performance pourrait alors avoir davantage de poids dans le choix des produits, dans le mix des services, voire même le positionnement prix.